Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois. Bonjour, Daniel Morfois en votre compagnie pour le Grand Orient de France. Nous allons ce matin réfléchir à une réalité de plus en plus présente dans nos vies et même envahissante à certains égards, à laquelle nous ne prêtons pas attention. Je veux parler de l'intelligence artificielle. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Christophe Abbas. Christophe Abbas, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien grand maître du Grand Orient de France, mais aussi médecin, chercheur en sciences cognitives. Pouvez-vous nous définir en quelques mots ce qu'est l'intelligence artificielle ? Alors, le paradigme de l'intelligence artificielle se définit en 1956 au cours d'un séminaire d'été à Dartmouth dans le New Hampshire comme l'ensemble des sciences et des technologies à mettre en œuvre pour rendre la machine intelligente. En d'autres termes, pour qu'elle accomplisse ce que l'humain a effectué jusqu'à présent, le langage, la compréhension du langage, la perception, la décision, l'inférence, la généralisation, enfin toutes ces facultés mentales. Le terme intelligence artificielle, que l'on doit d'ailleurs à McCarthy, qui va animer ce séminaire, est ce que je définirais peut-être comme étant l'ensemble des stratégies de résolution de problèmes ou d'adaptation au milieu automatisables, mécanisables et algorithmiques tels que tout observateur extérieur pourrait juger comme étant un comportement intelligent, quoique émanant d'une machine. Il me semble qu'il faut distinguer deux grands courants, même s'il y a un tronc commun. Peut-être pouvez-vous nous dire ce qui est ce tronc commun et les deux courants qui en émanent. En effet, le tronc commun naît dans les années 30 avec deux moments importants qui ont été remis à la lumière historique, notamment par Jean-Pierre Dupuy. C'est d'abord en 1931 un mathématicien Gödel qui va dire en gros des sujets logiques ou métalogiques peuvent être traduits dans le langage arithmétique. Et en 1936, Alan Turing, le mathématicien que l'on connaît puisqu'il va participer au décryptage des codes secrets allemands de la machine Enigma, utilisée dans les sous-marins, va construire un modèle abstrait de machine qui est capable d'effectuer des calculs arithmétiques. L'arithmétique, grâce à la machine de Turing, est mécanisable par cette machine abstraite. Et donc, si vous mettez bout à bout ces deux éléments, vous voyez la pensée peut être représentée par la logique est arithmétisable, ce qui est arithmétisable, en tout cas une partie, est mécanisable. Et donc, le tronc commun, c'est de dire que la pensée, c'est du calcul, et que ce calcul est mécanisable. À partir de ce moment-là, effectivement, deux grands courants vont naître, historiquement, qui vont tous deux participer à l'intelligence artificielle. C'est bien sûr l'informatique, ou en tout cas la proto-informatique des années 40 aux années 50-60, qui va se développer à travers une technologie, c'est l'ordinateur. Le premier ordinateur, c'est l'ENIAC, par exemple. Et l'ordinateur, c'est quoi ? C'est tout simplement une machine de transformation et de traitement de l'information qui utilise des portes logiques et arithmétiques. Donc, des raisonnements mathématiques et logiques. Et qui est installé sur un support matériel. D'abord des tubes de vide, et puis en 47 des transistors, puis une dizaine d'années après des circuits intégrés, jusqu'aux microprocesseurs que l'on connaît à partir des années 70. Et donc l'idée, c'est que cette informatique, c'est du traitement de l'information dans l'idée, au fond, que l'ordinateur réalise un calcul sur les représentations, à travers donc ce support mécanique. Et le deuxième courant va naître, lui, en 43, va se structurer autour de la cybernétique et de la théorie de l'information. Donc la cybernétique, c'est Norman Wiener, entre exactement, autres. Wiener, Bigelow, Rosenbluth, la théorie de l'information de Shannon, et surtout McCulloch-Epitz, qui en 1943, en s'inspirant des découvertes de la neurobiologie, du fonctionnement du cerveau et de la cellule nerveuse du neurone, vont créer un petit modèle formel, c'est ce qu'on va appeler de manière un peu absconce un automate booléen à seuil, mais en gros, c'est l'équivalent très très simplifié d'un neurone. Et
ce deuxième courant que l'on va appeler le connexionniste, lui, va s'inspirer, avec plus ou moins de proximité, de la réalité neurobiologique pour créer des réseaux artificiels de neurones. Et ces réseaux artificiels de neurones, de Maculok-Epitz jusque par exemple au perceptron dans les années 57 de Rosenblatt, eh bien, va montrer des capacités à reproduire les capacités mentales de l'individu. Alors, ce qui est troublant, c'est que les réseaux de neurones, ce connexionnisme, était donc une voie de recherche initiale, presque antérieure à l'ordinateur, à l'informatique, que le développement des ordinateurs avait rejeté cette piste de recherche, cette voie de recherche un peu dans l'ombre, et que maintenant, c'est elle qui devient première, qui est au cœur des recherches en matière d'intelligence artificielle, et peut-être d'ailleurs de manière préoccupante, mais notamment avec le deep learning. Oui, c'est-à-dire que ces réseaux artificiels de neurones, par exemple le perceptron, vont se développer dans les années 60, mais vont rencontrer des difficultés. Des difficultés liées aux algorithmes utilisés, notamment à la possibilité de faire apprendre au réseau. Au fond, le réseau, à partir des données, doit apprendre par exemple à classer. Vous donnez au réseau des images de chiens et de chats, puis vous l'apprenez à reconnaître. Mais plus les tâches sont compliquées, plus ces réseaux artificiels de neurones comme le cerveau doivent avoir des couches supplémentaires, c'est ce qu'on appelle la profondeur du réseau, et cela nécessite des capacités de calcul qui n'existaient pas à l'époque. Donc il a fallu, premier point, avoir des ordinateurs extrêmement puissants pour pratiquer les calculs nécessaires à ces réseaux de neurones. Deuxièmement, c'était ce que je disais, c'est les algorithmes, il fallait des algorithmes d'apprentissage, et ces algorithmes vont être développés dans les années 80. Et troisièmement, il fallait des données, car ce sont des réseaux de neurones qui apprennent à partir de données empiriques, du big data. Si vous voulez apprendre à classer des images d'animaux, eh bien, il faut donner des images d'animaux, des milliers, des millions d'images d'animaux au réseau pour qu'il apprenne. Et donc, ces trois limitations ont été levées dans les années 80, 90 et 2000. Et cela a permis le redéploiement des capacités des réseaux artificiels de neurones, et dans ces réseaux artificiels de neurones capables d'apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning, eh bien une classe particulière correspond au deep learning, c'est-à-dire à des réseaux de neurones qui sont capables de créer des représentations de plus en plus abstraites des données, un petit peu d'ailleurs comme fait le cerveau humain. D'apprendre à apprendre. Une des illustrations, c'est la machine qui bat l'homme au jeu de Go. En ayant appris, juste en connaissant les règles de base et en faisant des parties à une vitesse extraordinaire. Exactement, c'est AlphaGo Zero qui va battre le champion humain, pour le coup, le champion humain de jeu de Go, et qui va apprendre dans cette dernière version en connaissant juste les règles et en jouant contre lui-même. C'est ce qu'on appelle un apprentissage adversarial. Alors évidemment, il y a un algorithme derrière, qui est un Monte Carlo Research, mais enfin, peu importe, il y a un algorithme, mais extrêmement puissant, qui permet à ce réseau artificiel, eh bien, d'explorer, en quelque sorte, des coups inédits. Et d'ailleurs, le AlphaGo Zero va jouer des coups qui étaient jugés comme mauvais par les joueurs professionnels ou les joueurs avancés et qui vont s'avérer être payants. Et donc c'est un renversement complet de perspective. C'est le réseau artificiel de neurones qui va permettre d'explorer des voies que l'humain n'avait pas explorées et des voies gagnantes. Oui, à la fin, il l'emporte. À vous entendre, et vous avez pratiquement prononcé cette phrase, le cerveau, dans ses travaux, le cerveau est réductible à une machine à calcul. J'entends le cerveau humain. Exactement. C'est, on pourrait dire, l'approche connexionniste. Je disais que dans cette approche de l'intelligence artificielle, l'approche plutôt informatique, puis l'approche connexionique, qui s'inspire plutôt des réseaux de neurones, recoupe des problématiques philosophiques et scientifiques, notamment des sciences cognitives, qui charrient le projet de naturalisation des lois de la pensée et d'approche physicaliste, c'est-à-dire de créer une physique de la pensée, en quelque sorte. Et donc, l'approche connexionniste considère que
le réseau artificiel de neurones qui, lorsqu'il est appliqué à la recherche en sciences cognitives, va se rapprocher du fonctionnement du cerveau, eh bien, est à l'origine d'un calcul, mais non pas d'un calcul symbolique, représentationnel comme dans l'informatique, un peu comme un programme d'ordinateur, mais qu'il s'agit d'un calcul arithmétique, d'un calcul physique, car ce sont des courants électriques qui sont échangés par ces neurones. Et donc, de ce calcul général émergent des propriétés stables qui structurent notre pensée. Et donc ça, c'est une grande révolution épistémologique. Oui, et difficile à digérer. Et je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup auront du mal à regarder ou à appréhender leur propre cerveau comme une machine, même à faire des calculs arithmétiques. Ça a quelque chose de troublant, de déstabilisant. Oui, parce que nous avons... C'était pas la représentation de l'intelligence humaine traditionnelle. Non, ou même de... Ça n'était qu'une partie, pardon, hein, mais oui. C'était qu'une partie. C'est-à-dire que la pensée logico-mathématique, abstraite, très bien. Mais, et d'ailleurs, dans des travaux de psychologie sur les différentes sortes d'intelligence, les travaux de Howard Gardner ou de gens comme ça, on voit bien que enfermer le cerveau humain, l'humanité comme une machine à calculer, le cerveau humain comme machine à calculer, a quelque chose de dérangeant. C'est vrai, mais c'est une machine à calculer, on pourrait dire, au niveau microscopique. Et ce qui est important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des propriétés émergentes qui apparaissent liées aux capacités d'auto-organisation de ces réseaux de neurones biologiques, pour le coup, qui amènent, au fond, une macrophysique qualitative qui, elle, peut expliquer la structure répétitive de nos états mentaux. Au fond, la grammaire de nos états mentaux qualitative dérive de cette microphysique arithmétique locale. Mais ce qui, d'un point de vue philosophique, est troublant, c'est que nous avons une philosophie de la déconstruction du sujet humain. Car enfin, si la machine, et l'on peut supposer que cela va aller croissant si l'on dote la machine de propriétés qui se rapprochent de l'organisation cérébrale, des architectures fonctionnelles du cerveau, eh bien, est capable de reproduire de plus en plus les états mentaux, la question qui se pose, c'est que reste-t-il de la spécificité humaine ? C'était la question que j'avais envie de vous poser, justement. On voit bien que... Et tout à l'heure, je disais que c'était envahissant sans qu'on s'en rende compte. L'intelligence artificielle a évidemment une image extrêmement positive. On en parle comme permettant de faire des diagnostics plus précis. Excusez-moi, docteur. Non, mais même pour des tâches de haut niveau, de les réaliser mieux, de manière plus fiable, de supprimer les routiers ou les conducteurs de voitures, ivres ou non, pour plus de sécurité. Donc on nous vend l'intelligence artificielle comme une solution à tous nos problèmes, y compris pour allumer la lumière sans étendre le bras. Mais qu'est-ce qui reste de notre humanité dans ce monde-là ? Alors je crois qu'il reste de l'humanité d'abord sa faiblesse et d'autre part sa créativité. Sa faiblesse, même si les transhumanistes veulent dépasser cette finitude biologique et, si j'ose dire, neurobiologique de la pensée. Mais la créativité reste, selon moi, une des spécificités humaines, dans la mesure où ce que permet aujourd'hui de faire l'intelligence artificielle, c'est de la créativité de recomposition. Si vous prenez un réseau convolutif, par exemple, de reconnaissance des images, après que vous lui avez appris à reconnaître différentes images, des tableaux, par exemple, des peintures de maître, et que vous inversez le processus. Au lieu de reconnaître, vous lui demandez de générer aléatoirement des images. Et il reproduit des images, d'ailleurs très très belles, fantasmagoriques, un peu surréalistes. Ça, c'est une créativité de recomposition. Mais une créativité au sens, par exemple, d'un chercheur, je sais pas, d'Einstein, de Heisenberg, de Turing. À ce moment-là, nous sommes à la fois dans une créativité psychologique, dans une créativité culturelle et dans une créativité conceptuelle que le simple outil de l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas faire. Il faut bien se rendre compte, c'est que l'intelligence artificielle, pour l'instant, est un outil qui sert à une certaine fonction. Et la question qui se pose, c'est sera-t-il possible, c'est l'intelligence artificielle forte, d'arriver à faire de l'intelligence artificielle, peut-être via la robotique,
eh bien, une intelligence artificielle généraliste qui serait capable de répondre, comme le fait notre cerveau, à tous les problèmes qui lui sont posés. Je ne veux pas dire qu'il y répond, qu'il a forcément une solution, mais qui est capable d'engager une stratégie de résolution de problèmes de manière générale et capable d'évolutivité. Et nous devenons des légumes et laissons faire l'intelligence artificielle dans tous les domaines à notre place, parce que, alors, nous n'avons plus le temps, et peut-être allons-nous consacrer une deuxième émission sur ce thème, parce que les conséquences sociales et même politiques sont potentiellement importantes. Elles sont essentielles parce que cette intelligence artificielle peut réaliser des tâches de manière plus fiable que l'être humain, et surtout que nous avons une propension à aller toujours vers le moindre effort et à vivre par procuration. Il ne faudrait pas, au fond, que cette intelligence artificielle, en se substituant trop à nos capacités mentales, eh bien, ne conduise à une rétractation de notre pouvoir de décision légué à l'algorithme. Eh bien, nous aurons, j'espère, l'occasion d'y revenir et de voir ce que les hommes peuvent faire pour limiter cet envahissement, tout en faisant, parce que on n'arrêtera pas ce processus, tout en faisant un outil au service de l'humanité. Merci à tous de votre attention. J'espère vous retrouver le premier dimanche de novembre. Dany Journeau était à la réalisation et Bernard Lagnel à la technique. Au revoir.